Pendant près d'un demi-siècle, un petit emblème a orné le capot de millions de voitures françaises. Une hirondelle, celle de Simca. Derrière ce nom se cache l'une des aventures industrielles les plus romanesques du XXe siècle. L'histoire d'un immigré italien devenu l'un des plus grands patrons de l'automobile française. L'histoire d'une marque qui a mis la France sur 4 roues, avant de disparaître, avalée par les géants. Des usines de Nanterre aux chaînes de Poissy, des Fiat rebadgés aux voitures les plus modernes de leur époque, voici l'histoire de Simca, la société industrielle de mécanique et carrosserie automobile. Notre histoire commence à Turin, en 1898. Un garçon nommé Teodoro Giuseppe Bartolomeo Pigozzi voit le jour dans une famille de la petite bourgeoisie turinoise. À 14 ans, son père disparaît. Le voilà responsable de sa mère et de ses 3 sœurs, avec un petit commerce de transport hippomobile en héritage. Cette épreuve va forger un caractère d'acier. Pigozzi doit travailler très tôt, et ces années difficiles développent chez lui une débrouillardise qui ne le quittera jamais. C'est à cette époque, fasciné par un certain Henry Ford et sa révolution industrielle, que le jeune Teodoro décide d'ajouter Henry à son état civil. Un hommage prémonitoire, comme on le verra. En 1918, la Grande Guerre s'achève. Pigozzi, qui n'a que 20 ans, a déjà le sens du coup. Il décroche la distribution de motos anglaises et américaines dans le Piémont, rachetant les surplus militaires des armées alliées. À une époque où l'automobile est encore un luxe, les véhicules démilitarisés sont une aubaine. Le jeune homme se découvre un flair redoutable pour les affaires. Mais les stocks militaires ne sont pas inépuisables. Pigozzi se réoriente dans le commerce du charbon importé de la Sarre, puis monte son propre négoce d'acier, important de la ferraille française pour les aciéries piémontaises. Et quand on vend de l'acier à Turin, on finit inévitablement par croiser la route de Fiat. En 1922, Pigozzi rencontre Giovanni Agnelli, le fondateur du géant automobile italien. Les 2 hommes s'entendent immédiatement. Pigozzi commence modestement. Il rachète de vieilles carrosseries et les envoie à Fiat pour le recyclage. Mais Agnelli voit plus loin. Il cherche un représentant commercial en France, et Pigozzi, qui connaît déjà le tissu industriel français grâce à son négoce d'acier, est l'homme idéal. En 1926, à seulement 28 ans, Pigozzi est nommé directeur général de la toute nouvelle SAFAF, la Société anonyme française des automobiles Fiat. C'est ainsi que le petit Italien de Turin traverse les Alpes et s'installe durablement en France, avec de l'ambition plein les poches et la confiance du plus grand constructeur automobile italien. En France, Pigozzi ne perd pas de temps. La SAFAF complète les efforts d'importation déjà menés par l'ancien champion cycliste Ernest Lost, devenu président de la société. Mais le véritable patron, c'est Pigozzi. Il ouvre des ateliers d'assemblage à Suresnes, près de Paris. Le principe est malin. Les voitures arrivent en pièces détachées d'Italie et sont remontées sur place, ce qui permet de contourner en partie les taxes sur les véhicules importés. En à peine 20 mois, 29 000 véhicules sortent de ces ateliers. Le petit Italien de Turin est en train de devenir un acteur du marché automobile français. Mais la crise de 1929 rebat les cartes. Les États se replient. Les droits de douane deviennent prohibitifs, parfois supérieurs à 100%. Même en pièces détachées, importer n'est plus rentable. Pigozzi, qui entre-temps a francisé son prénom en Henri Théodore pour mieux s'intégrer dans une France qui n'est pas toujours tendre avec les immigrés italiens, voit une opportunité là où d'autres verraient un mur. Pourquoi ne pas fabriquer directement en France, avec des pièces produites par des fournisseurs français ? En 1932, la SAFAF change de vocation et devient officiellement une société de fabrication. Le destin lui sourit. La marque Donnet-Zedel, installée à Nanterre, vient de faire faillite,
laissant derrière elle une usine toute neuve, surdimensionnée pour la petite marque défunte, mais idéale pour les ambitions de Pigozzi. Il la rachète à bon prix. Et le 2 novembre 1934, l'acte est signé. La Société industrielle de mécanique et de carrosserie automobile est née. Simca. L'hirondelle prend son envol. Les premières Simca sont des Fiat, à peine déguisées. La Simca Fiat 6 chevaux et la 11 chevaux portent encore clairement leur héritage transalpin. Puis viennent la Simca 5, version française de la mythique Fiat Topolino, et la Simca 8. L'usine de Nanterre tourne, la marque s'installe dans le paysage automobile français. Pas encore un grand constructeur, mais une entreprise qui a trouvé sa place. Puis vient la guerre. La France est occupée. La position de Simca est délicate, une entreprise fondée par un Italien, lié à Fiat, dont le gouvernement est l'allié de l'Allemagne nazie. Pigozzi joue un jeu d'équilibriste. La production tombe à quelques centaines de véhicules par an. L'usine survit, sans vraiment collaborer, sans vraiment résister. À la Libération, les soupçons pèsent. On parle de nationalisation. Renault vient d'être confisqué par l'État. Mais Pigozzi déploie tout son charme et sa roublardise. Il décroche un contrat de réparation de moteurs de Jeep pour l'armée américaine, prouvant l'utilité de son usine. Simca est sauvé. Le plus dur reste à venir, ou plutôt le meilleur. 1951. La France se reconstruit. Les 30 glorieuses sont lancées, et les Français rêvent de modernité, de confort, de couleur, après les années grises. Pigozzi le sent. Il sait que le temps des Fiat Rebadgio est révolu. Simca doit voler de ses propres ailes. Et c'est exactement ce que fait la Ronde, hirondelle en vieux français. Première voiture véritablement conçue par Simca, c'est une révolution. Construction monocoque, ligne moderne inspirée des américaines, mais adaptée au goût français. Moteur 1200 cm3, fiable et nerveux. Elle est belle, elle est moderne, et surtout, elle est accessible. Sur l'anneau de Montlhéry, une Aronde de série parcourt 100 000 km en 38 jours et 37 nuits à une moyenne de 113 km/h. 14 records du monde tombent d'un coup. À une époque où l'on prouve la qualité d'une voiture en la torturant sur circuit, l'exploit s'impose dans toutes les têtes. La Ronde devient la voiture fiable par excellence. Mais Pigozzi ne s'arrête pas là. Imprégné de la culture marketing américaine, il fait ce qu'aucun constructeur français n'ose faire, proposer des couleurs. Quand la concurrence offre du noir, du gris et du bleu marine, Simca débarque avec 32 teintes de carrosserie. Rouge vif, vert pomme, bleu turquoise, jaune canari. La Ronde apporte la couleur dans la grisaille de l'après-guerre. La production atteint 100 000 unités par an. Simca devient le deuxième constructeur français, derrière Renault, mais devant Peugeot et Citroën. Un exploit pour une entreprise qui n'a même pas 20 ans. En 1954, Pigozzi réalise le coup de maître de sa carrière. Ford France, dont les modèles ne séduisent pas le marché, met en vente sa filiale et son usine ultramoderne de Poissy. Le 4 juillet 1954, la nouvelle éclate dans la presse. Les Français apprennent avec stupéfaction la fusion entre Simca et Ford SAF. Par un habile montage financier, Ford reçoit 15% du capital de Simca en échange de son usine. L'hirondelle avale le gros poisson. D'un coup, Simca double sa capacité de production et hérite du V8 Ford, avec lequel il crée la gamme vedette. Versailles, Régence, Chambord, Marly, Présidence. Des noms évocateurs de châteaux pour des berlines bourgeoises qui sont les seules françaises à moteur V8 de grande diffusion. Le prestige de Simca atteint même l'Élysée. 2 chambords décapotables, allongés,
et carrossées par Chaperon, deviennent les voitures officielles du général de Gaulle. Kennedy, Khrouchtchev, Adenauer, tous défileront à bord d'une Simca présidentielle. Pigozzi est au sommet. Octobre 1961. Salon de l'Auto de Paris. 6 petites berlines cubiques identiques trônent sous les projecteurs du stand Simca. 4 portes, un coffre généreux, des lignes fonctionnelles. Pigozzi le sait, il tient entre les mains la future reine des berlines populaires, la Simca 1000. Officiellement, c'est du pur génie français. En réalité, la petite Simca est née d'un projet Fiat que Pigozzi a subdivisé à Turin. Le projet 122. Une berline destinée à se glisser entre la Fiat 600 et la Fiat 1100 lui a tapé dans l'œil. Il convainc les Italiens de le lui céder. Fiat devra repartir de zéro et ne sortira sa Fiat 850 que 3 ans plus tard. Mais qu'importe les origines, la Simca 1000 va accomplir la mission que Pigozzi s'est fixée depuis toujours, mettre la France sur 4 roues. Abordable, fiable, facile à entretenir dans son garage le dimanche, la Simca 1000 devient la voiture des cadres moyens, des familles modestes, des jeunes conducteurs qui passent leur permis. Près de 2 millions d'exemplaires seront produits entre 1961 et 1978. Et puis, il y a les versions sportives. La Simca 1000 Rally, avec son moteur gonflé et sa livrée verte à bandes noires, devient l'icône des pilotes en herbe. La Simca Abarth et le splendide coupé Berton 1200S, dessiné par le jeune Giorgetto Giugiaro, prouvent que la petite Simca s'est aussi montré les dents. Mais Pigozzi ne verra pas le plein succès de sa création. Le 18 novembre 1964, un an après avoir été brutalement écarté de la présidence par les nouveaux actionnaires américains, Henri Théodore Pigozzi meurt d'une crise cardiaque à Neuilly-sur-Seine. Il avait 66 ans. L'âme de Simca vient de s'éteindre. Pourtant, son dernier grand projet est déjà sur les routes. Dès 1963, les Simca 1300 et 1500, dessinés par l'élégant Mario Revelli de Beaumont, ont remplacé la ronde vieillissante. Berline sage, classique, sans extravagance, elles séduisent les familles françaises par leur confort et leur ligne équilibrée. Plus d'1 300 000 exemplaires sortiront de Poissy en 13 ans de carrière. Jacques Tati en fera même la voiture omniprésente de son film Playtime, preuve que la Simca est devenue le symbole même de la France moderne. 3 octobre 1967. Quelques jours avant le salon de l'auto, Simca dévoile sa nouvelle création dans son magasin des Champs-Élysées. Le général de Gaulle en personne viendra l'admirer. Et pour cause, la Simca 1100 est une petite révolution. Traction avant, moteur transversal, haillon arrière, suspension à 4 roues indépendantes, intérieur modulable. Le concept paraît banal aujourd'hui. En 1967, c'est visionnaire. La 1100 préfigure ce que seront toutes les compacts modernes. Beaucoup la considèrent comme l'ancêtre direct de la Volkswagen Golf, qui n'arrivera que 7 ans plus tard. Le projet remontait aux dernières années de Pigozzi. Lors d'une visite chez Fiat en 1962, on lui avait montré un prototype à traction avant, la future Auto Bianchi Primula. Pigozzi avait immédiatement compris le potentiel de ce concept. Sous le nom de code Projet 928, il avait lancé le développement de ce qui deviendrait son chef-d'œuvre posthume. La 1100 se décline à l'infini, berline 3 et 5 portes, break, fourgonnette. Les artisans, les facteurs, les commerçants l'adoptent. Elle devient la voiture la plus vendue en France dans les années 1970. Plus de 2 100 000 exemplaires en 17 ans de production. Et sa version utilitaire surélevée donnera naissance à une idée de génie chez Matra, le Rancho, précurseur des SUV modernes. La 1100 est le plus grand succès commercial de l'histoire de Simca. Mais pendant que Simca triomphe sur les routes françaises,
un géant américain resserre son étreinte. Chrysler. Entré au capital en 1958 en rachetant les parts de Ford, le constructeur de Détroit augmente progressivement sa participation. En 1963, avec 64% des parts, Chrysler prend le contrôle et écarte Pigozzi. Sous la tutelle américaine, Simca perd peu à peu son identité. Le Pentastar, l'étoile à 5 branches de Chrysler, apparaît sur les capots à côté de l'hirondelle. Les modèles portent désormais la double casquette Chrysler-Simca. Pourtant, les ingénieurs de Poissy continuent de créer des voitures remarquables. La Simca 1307, avec son profil de bicorps moderne, remporte le titre de voiture européenne de l'année en 1976. En février 1979, la Simca Chrysler Horizon décroche le même titre. 2 consécrations en 3 ans. Et sur les circuits, le nom de Simca brille d'un éclat inattendu. Associée à Matra, la Matra Simca MS 670 remporte les 24 heures du Mans 3 années de suite, en 1972, 1973 et 1974, avec Henri Pescarolo au volant. Tandis que la Matra Simca Bagheera, coupé sportif à 3 places de front propulsé par un moteur Poissy, séduit les amateurs de sensations. Preuve que le savoir-faire de Poissy est intact. Mais à Détroit, Chrysler vacille. Le géant américain, frappé de plein fouet par les chocs pétroliers et la concurrence japonaise, croule sous les dettes. Ses filiales européennes, jugées non stratégiques, sont mises en vente. L'hirondelle de Simca est à l'agonie. Le 10 août 1978, le couperet tombe. Chrysler cède l'ensemble de ses opérations européennes au groupe PSA, Peugeot Citroën. Le nom Simca est condamné. PSA exhume une vieille marque du patrimoine automobile français, Talbot. Ironiquement, une marque que Simca elle-même avait rachetée en 1958. En juillet 1979, les derniers badges Simca sont retirés des capots, remplacés par l'écusson Talbot. L'hirondelle a cessé de voler. L'usine de Poissy, elle, a survécu à tous les changements de propriétaires. Après Simca, après Talbot, elle a produit des Peugeot, puis des véhicules du groupe Stellantis. Les murs qui ont vu naître la Ronde et la 1100 résonnent encore du bruit des chaînes de montage. Et Simca n'a pas vraiment disparu. Dans les rassemblements de voitures anciennes, les arondes rutilantes côtoient les Simca 1000 rallyes survoltées. Une communauté de passionnés entretient la flamme, restaure, transmet. La Simca 1000 Rally est devenue l'une des voitures de collection les plus recherchées du marché français. L'héritage technique de Simca, lui, est immense. Le moteur Poissy, né avec la 1100, a propulsé toute la galaxie Simca puis Talbot. Horizon, 1307, Solara, sans oublier les Matra Bagheera, Murena et Rancho. Il terminera même sa carrière sous le capot de Peugeot et de Citroën, preuve que le savoir-faire de l'usine avait traversé les époques. La philosophie de la 1100, compacte, traction avant, haillons, intérieur modulable, est devenue la norme de l'industrie automobile mondiale. Quant à Pigozzi, l'immigré italien qui rêvait de mettre la France sur 4 roues, son nom orne aujourd'hui 2 rues et un carrefour de Poissy. Un modeste hommage pour un homme qui a incarné à lui seul tout le génie et toute l'audace de l'industrie automobile française. De la petite Simca 5, copie française du Topolino, à l'horizon primé par l'Europe entière, Simca aura traversé près d'un demi-siècle d'histoire automobile. 44 ans d'existence, des millions de voitures produites, des familles entières qui ont découvert le bonheur de la route au volant d'une Aronde ou d'une 1100. Simca, c'est l'histoire d'un immigré visionnaire, d'une France qui se modernise, d'une industrie qui se mondialise. C'est l'histoire d'une hirondelle qui a appris à la France à voler. Et comme le dit le proverbe, une hirondelle ne fait pas le printemps. Mais celle-ci aura fait bien plus que ça.